aurez la possibilité de la revisionner par la suite. Donc, il n'y a aucun souci. Très rapidement, je vous présente Monsieur Bonneau, qui est directeur à l'ARACT Limousin. Donc, l'ARACT, c'est l'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail. Euh, il est beaucoup plus renseigné sur le sujet que moi. Donc, moi, je vais introduire ce web séminaire et lui laisser la parole en fait par la suite. Avant, je vais du coup vous montrer un peu le déroulement de ce web séminaire. Et comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà suivi ce genre de rencontres, vous pouvez en fait interagir sur la conversation qui est en bas à votre droite, et donc à savoir nous poser des questions, parce que vous ne pouvez pas interagir en live avec votre micro, mais à travers ce petit chat de conversation, vous pouvez nous poser des questions, et moi je vais essayer de les neutraliser pour pouvoir animer ce web séminaire et reposer les questions à Philippe Bonneau à mes côtés. Si c'est OK pour tout le monde, je continue. Donc, ça nous a semblé important de faire ce web séminaire avec vous aujourd'hui pour participer à l'action qu'on organise avec mes collègues d'Aquitaine et Limousin et Poitou-Charentes sur les formations. On se rend compte qu'on a, à travers les formations auxquelles on assiste, on a beaucoup de salariés qui se posent beaucoup de questions. Et la formation, en fait, engendre un certain nombre d'échanges avec ses collègues. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs sujets qui arrivent sur la table et que les métiers ont tellement évolué dans le secteur touristique que ça génère, en fait, des changements et ces changements génèrent parfois du stress ou l'impossibilité de mettre en pratique les choses qu'on apprend. Donc, on a voulu, en fait, à travers ce web séminaire, passer sur deux points très spécifiques. Hein. C'est vraiment un premier débroussaillage de la question sur la qualité de vie au travail, les risques psychosociaux et les documents uniques voilà, d'évaluation des risques professionnels. On a voulu faire ce web séminaire en deux temps. Le premier, en fait, on va, avec Philippe, passer du temps sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et on marquera une pause, en fait, pour que vous puissiez nous poser des questions sur ce sujet très particulier. Ensuite, on va aborder de manière un peu plus globale la question de la qualité de vie au travail et celle des risques psychosociaux dans notre contexte à nous, enfin, celui qui vous intéresse, alors celui des offices de tourisme ou du tourisme institutionnel. Donc très rapidement, en fait, comme vous le savez, et c'est notre travail, nous, à travers la professionnalisation touristique, on est dans un contexte qui va très très vite. Le monde autour de nous bouge, évolue sans cesse. Et donc, dans notre secteur d'activité, et comme dans plein d'autres, cela génère des risques et des soucis. Alors, j'ai noté plusieurs mots-clés hein, qui vont peut-être animer en fait globalement ce web séminaire. Alors, je les ai notés à côté, et c'est des choses que vous entendez tous les jours en fait autour de vous, en formation, dans votre travail et même dans votre vie perso. Alors, je vois qu'il y a une petite coupure de son. Bon, de mon côté, d'accord. Alors, je vais marquer une petite pause. Hein.
Euh, Nous revoici. Alors là, je suis désolé. Comme le dit Fabien à la MOPA, on essaye de voir d'où vient le souci technique, si c'est de chez nous ou de chez vous, ou je sais pas, ou de notre serveur à Limoges ou à Bordeaux. Euh, je vais essayer de continuer avec l'incertitude que vous m'entendiez ou pas. Mais bon, faut bien continuer. Show must go on. Donc, les, voilà, les mots-clés qui sont en fait importants pour voilà, comment on accompagne les équipes au changement, quid de la culture d'entreprise qu'il faut développer aujourd'hui dans ces regroupements, quid de ses compétences, quid de l'explication en fait de la nature des changements. Voilà, toutes ces questions-là en fait, il me semble très important d'avoir ce fil rouge en fait à travers notre présentation de ce matin. Alors, parce qu'en effet, quand on parle de travail, on parle souvent en fait de la commande. Donc, on a une commande à faire, une commande politique, la commande de la part de notre hiérarchie pour remplir tel ou tel dossier. Il me faudrait ci pour dans X temps. On parle également de résultats, c'est-à-dire que quand on fait un bilan qualitatif ou quantitatif des choses, on est souvent à un rendu très factuel des choses. Il y a X séjours vendus, il y a X personnes en formation. Mais ce qui nous semble en fait assez important à traiter aujourd'hui dans ce séminaire, c'est la façon dont on parle du travail et de ce qui est important à comprendre dans son travail. Comment je fais pour faire cette commande-là? Ou comment j'arrive? Qu'est-ce que ça implique pour arriver à ce résultat-là? Et donc en fait se pose la question à travers tout ça des enjeux globalement qui sont liés à l'activité professionnelle. Et donc en fait comment bien se poser les questions, et c'est les pistes que M. Bonneau essaiera d'aborder tout à l'heure avec vous, sur cet enjeu de manière globale à travers le monde professionnel. Alors, avant de lui passer la main, voilà, je voudrais juste rappeler globalement l'objectif de ce web séminaire. Hein. Donc, notre contexte actuel qui nous intéresse dans les offices de tourisme et globalement dans le tourisme institutionnel, hein, j'ai mis autour de trois grands points. On est sur une numérisation des métiers. On a une palette d'activités, de compétences et de métiers qui est super importante dans les offices de tourisme. Si avant on pouvait se cantonner à travailler à l'accueil, aujourd'hui on identifie quand nous on travaille sur notre programme de professionnalisation à 30, 40, 50 métiers, tâches, compétences différentes. Donc voilà, c'est vraiment une multiplication importante on est également pour nos prestataires touristiques et notamment dans le monde touristique face à une numérisation importante des activités touristiques. Donc en fait, nos repères évoluent et les commandes des consommateurs changent. Et en plus, là, on est depuis quelques temps quand même en plein regroupement dans les structures touristiques. Et à partir de 2017, voilà, il y aura beaucoup d'impact sur le nombre de structures et donc tout ce que ça implique derrière en termes de nouvelles équipes, nouveaux périmètres d'action. Donc toutes ces questions-là, en fait, posent un peu le contexte aujourd'hui de ce web séminaire. Alors notre objectif à nous, à travers ce web séminaire, il est pas d'apporter une recette miracle, hein, puisque pour en avoir discuté avec Monsieur Bonneau, il n'y en a pas en termes d'amélioration des conditions de travail. Mais aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de vous faire prendre conscience en fait des obligations du manager, tant sur le document unique que sur son rôle d'accompagnement au changement pour l'amélioration. Donc, je vais poser un peu le contexte. Je passe maintenant la parole à Monsieur Bonneau qui va adresser un petit peu le portrait de tout ça. Alors, je vous le présente rapidement, même si c'est un peu fait. Vous avez ses coordonnées ici. Il travaille à l'ARACT Limousin. C'est l'agence régionale d'amélioration des conditions de travail. Il traite ces problématiques avec son équipe dans pas mal d'entreprises. Donc, je lui passe la parole.
Ouais, c'est encore perdu, on ne sait pas d'où vient le son. Notre micro, on entend bien Flo, mais pas Philippe. Bon, je me rapproche. Est-ce que c'est bon cette fois-ci? Vas-y, Philippe. Je suis désolé, faut que je coupe parce qu'en fait, personne n'entend. J'espère que ça va mieux pour tout le monde. Envoyez-nous un petit coucou graphique parce que franchement, ah bah voilà, c'était parfait. Donc ça se jouer. Allez, on avance. Donc sur le document unique d'évaluation des risques professionnels, vous êtes sur un document qui est obligatoire dans toutes les entreprises, quelle que soit sa taille, son secteur d'activité, et ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit quand vous allez ou mettre à jour ou rédiger votre document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est qu'on est sur un document qui est encadré par des textes législatifs et en particulier un article du Code du travail que vous avez et que vous aurez qui précise l'obligation qu'a l'employeur de faire l'inventaire. Mais à un moment donné, le document unique, il doit aussi préciser les moyens de prévention que vous allez mettre en œuvre, vous et les salariés, par rapport à la prévention des risques qui sont identifiés. Les mesures de prévention et les actions de prévention sont soit des mesures de type aménagement, on pourrait y revenir si vous le souhaitez, aménagement de locaux, par exemple pour prévenir des risques d'agression ou des choses comme ça, mais aussi à un moment donné par rapport à l'organisation du travail, comment l'organisation du travail va permettre de prévenir un certain nombre de risques, dont les risques psychosociaux, on y viendra tout à l'heure. Et puis aussi, parce que ça fait partie des moyens de prévention, l'information et la formation des salariés à la prévention d'un certain nombre de ces risques. Il faut savoir que voilà, il y a des principes de base, il y en a 9 en prévention des risques professionnels qui vont de l'évidence au plus complexe. Le premier principe, c'est d'éviter les risques. Alors, Laurent, quand on a préparé cette réunion, il faut vraiment identifier la différence qu'il y a entre un risque et un danger. Donc, on vous a préparé un tout petit slide là-dessus. 2, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, parce que vous êtes, vous comme les autres activités, dans un secteur où il y a des risques qui ne peuvent pas être évités, mais il faut qu'on évalue quand même ces risques non évitables. Combattre les risques à la source, c'est-à-dire prendre le risque non pas dans ses conséquences, mais dans sa cause, c'est-à-dire remonter ce qu'on appelle l'arbre des causes. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et réduire les effets de ceci sur la santé. 5e principe, tenir compte de l'état d'évolution de la technique. Et on le disait tout à l'heure, Florent, dans sa présentation, était assez précis là-dessus. Vous avez de fortes évolutions technologiques dans vos activités qui doivent être prises en compte à un moment donné dans l'évaluation des risques. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, c'est le 6e principe. Planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels que définis dans un autre article du Code du travail. 8e principe, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures individuelles. C'est-à-dire qu'on va prioriser dans le plan de prévention qui est issu du document unique les mesures de prévention collective avant de protection et de structure travailleur. C'est-à-dire que rien ne sert de faire une évaluation des risques et de mettre en place des mesures de prévention de ces risques si des instructions ou des informations ne sont pas données aux salariés. L'inventaire des risques
faut le savoir, on vous l'a mis en bas de slide. Il y a une obligation juridique pour l'employeur d'avoir des résultats, c'est-à-dire que toute mesure de prévention qui doit être prise doit à un moment donné produire des résultats. Et la jurisprudence en ce domaine est très très riche. D'employeurs qui à un moment donné ont voulu se défendre devant des juridictions en arguant du fait qu'ils avaient mis en œuvre des moyens de prévention, les juges ne s'attachent pas tant aux moyens de prévention qui sont décrits qu'aux effets qu'ils ont sur la limitation d'exposition au risque des salariés qui sont sous leur responsabilité. Donc il est important de comprendre que si le document unique est effectivement une pièce obligatoire, et un document obligatoire dans l'entreprise, c'est bien sur les résultats des actions qui sont prévues dans le document, d'accord, en termes de limitation des risques ou de limitation des accidents de travail, que sera évaluée la pertinence de la rédaction du document unique par éventuellement un tribunal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un risque? Un risque, ça se définit de manière assez simple. C'est la probabilité qu'a un individu d'être exposé à un danger sans qu'il soit exposé. On a pris avec Florent, quand on a préparé ça, un exemple assez simple. Vous pouvez mettre 12 vipères dans une pièce qui est fermée, c'est un réel danger. À partir du moment où personne n'ouvre la porte de la pièce pour rentrer dans la pièce, il n'y a aucun risque. Voilà, c'est généralement ce qu'on définit, l'exemple qu'on donne par rapport à l'illustration de la différence qu'il y a entre un risque et un danger. Donc il est bien question dans le document unique d'évaluer les risques auxquels sont exposés les salariés. Alors, les ressources que vous avez pour rédiger un document unique, je réponds tout de suite à une question que vous avez peut-être dans la tête. Il n'y a pas de CERFA, voilà. Il n'y a pas de forme préétablie par l'administration française pour présenter son document unique. C'est-à-dire que chaque structure, chaque employeur a le choix de la présentation et de la forme de la présentation de son document unique, étant entendu que on pourra être en contact, vous avez mon mail. Généralement, les documents uniques sont très souvent rédigés dans les entreprises avec des tableurs de type Excel. C'est souvent la forme qu'on rencontre le plus souvent. Alors, les ressources que vous avez à votre disposition pour rédiger le document unique, c'est d'abord vous et les salariés, c'est-à-dire vous en tant que responsable par délégation de l'employeur de la sécurité des salariés qui vous sont confiés, et naturellement les salariés, puisque quand on réalise le document unique, on va parler du travail, on va parler des tâches qui constituent des opérations et des process de travail. Donc, rédiger un document unique sans interroger les salariés sur leur travail nous paraît à nous totalement improductif. C'est-à-dire qu'à la limite, ne perdez pas le temps de temps à faire un document unique seul, il ne servira à rien. Il faut que le document unique d'évaluation des risques professionnels soit réalisé avec la collaboration des salariés qui sont concernés. La deuxième ressource que vous allez avoir par rapport à la rédaction du DU, c'est soit les délégués du personnel dans les moins de 50 salariés, parce que dans ce cas-là, c'est les DP qui assurent le rôle de CHSCT, ou les CHSCT Comme là.
en l'air. Ah ouais. Très bien. Il n'y a personne qui nous entend? Ah, ce sentiment de solitude. Ouais. Alors, Et le son? Parce que là, on parle plus. on parle plus. On peut recommencer à parler pour que vous nous envoyiez un message comme quoi vous nous entendez. Est-ce que vous nous entendez là? Parce que si on parle pas, ils vont pas nous entendre, remarque. Hein. Donc, moi, je vais compter. Et puis, si vous pouviez envoyer un message à Florent en même temps, voilà. Donc, ok. Donc, je m'étais que j'ai. Vous allez avoir des CHSCT qui vont se mettre en place. Et là, vous êtes bien à un moment donné. Dans une obligation de travailler avec le CHSCT sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. Acteurs qui peuvent, dans des structures qui dépendent de collectivités territoriales, c'est le service de prévention de la collectivité dont vous dépendez, avec une vigilance à avoir, c'est on ne photocopie pas, pardon, le document unique d'un autre service pour vous en faire cadeau. Ça serait un contresens. Et puis je pense, parce qu'on mène nous des expériences dans les ARACT sur cette question-là, c'est les structures entre elles, les petites structures entre elles peuvent tout à fait se regrouper pour à un moment donné aborder la question de la rédaction du document unique. On a nous en Limousin par exemple aidé des toutes petites communes, voilà, où il y avait 2 ou 3 agents municipaux à rédiger leur document unique en les regroupant sur un bassin géographique qui était déterminé. Alors là, on a plus d'image. J'espère que vous avez le son. Et puis naturellement, vous avez des ressources à l'externe. C'est votre service de santé au travail, donc votre service, votre médecin du travail. Et je vous rappelle à ce propos que le médecin du travail, vous pourriez le vérifier de manière efficace pour démarrer, pour ceux qui n'ont pas encore démarré la démarche. Votre service de santé au travail est dans l'obligation de vous avoir rédigé une fiche entreprise qui a le mérite pour vous de décrire l'organisation du travail d'une manière générique et de faire l'inventaire des principaux risques qui apparaissent. Une autre ressource externe, c'est la CARSAT, à savoir la Caisse d'assurance régionale santé et accident de travail, qui a des services de prévention et des préventeurs que vous pouvez solliciter à un moment donné pour vous aider. Et puis naturellement des cabinets spécialisés privés. Et puis, si vous souhaitez travailler avec le réseau des ARACT, eh ben, écoutez, vous contactez une des 3 ARACT présentes sur votre territoire. C'est l'ARACT à Limoges, à Poitiers ou à Bordeaux, qui peuvent à un moment donné vous accompagner dans une démarche plutôt collective de rédaction des documents. On a le son? On a le son. Donc, on laisse rien. Très bien. Oui.
Qu'est-ce qu'il dit, j'aime pas. Je vous envoie un message sonore, signal sonore, pour voir si vous entendez, parce que là, c'est revenu, oui, c'est revenu. Sonore, son OK. Bah oui, il faut que tu redémarres webcam. Bien, donc on continue et je vous précisais avant qu'on se coupait que oui, les ARACT de Poitou-Charentes, d'Aquitaine et de Limousin peuvent vous aider, sachant que nous, sur des interventions comme ça, on sera plutôt sur de l'action collective, c'est-à-dire vous faire travailler ensemble que de répondre à des demandes individuelles. Sachez enfin que le document unique est obligatoirement actualisé chaque année et signé par l'employeur et qu'il doit être tenu à disposition permanente des salariés. On a des exemples, par exemple, où le document unique peut être sur un serveur, sur un commun, dans un registre appelé sécurité ou hygiène. Voilà. Alors, un slide sur une responsabilité qui incombe à l'employeur, et pour résumer un petit peu celle qui concerne les risques professionnels, c'est ce qu'on appelle la faute inexcusable de l'employeur. Donc sur le slide, vous avez en haut à gauche la conscience de l'exposition au danger, qui est l'obligation minimum qu'a l'employeur, c'est d'être conscient des dangers et des risques auxquels sont exposés ses salariés. Si on n'a pas de document unique, on multiplie naturellement, parce qu'on est en absence de mesures de prévention, on multiplie les risques d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. Et si cela survienne, on est dans ce qu'on appelle juridiquement la faute inexcusable de l'employeur. C'est-à-dire que là, l'employeur est reconnu coupable de ne pas avoir pris les dispositions de prévention des risques auxquels sont exposés ses salariés. Et il est donc généralement condamné et lourdement. La jurisprudence là-dessus est assez édifiante. À partir du moment où on a une évaluation des risques et un plan d'action, on est dans une situation qu'on peut qualifier de maîtrise du risque. On est là dans le scénario où vous avez le triangle qui est un peu en vert, où on a des accidents de travail ou des maladies professionnelles qui sont évités. Et au cas où un accident de travail ou une maladie professionnelle se produisent, on est dans une absence de faute inexcusable par impossibilité d'avoir conscience a priori du risque, dans la mesure où l'employeur a fait l'effort de l'évaluation des risques et de la rédaction d'un plan d'action de prévision de ces risques. J'attire votre attention parce que vous êtes souvent dans vos structures en délégation de pouvoir pour un employeur qui n'est pas forcément présent au quotidien sur les structures, et que dans ce cas-là, le juge recherchera la responsabilité du représentant de l'employeur direct. Voilà. On fait une pause à ce moment-là. Calme. Tout fonctionne pour vous, comme pour nous. Sinon, on pourrait changer de place. Alors, je me mets juste là. Je ne comprends pas pourquoi. Dites-nous si. Ouais. Ok. Donc là, je suis vraiment en face. Alors, on fait une petite pause à ce moment-là, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, pour savoir si vous avez des questions sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. Voilà. Les slides étaient assez précises. On a été interrompu quelques fois, mais logiquement, vous pouvez suivre le fil de tout ça avec un peu de perspicacité. Donc, dites-nous si vous avez des questions et Philippe, qui est toujours à la bonne place pour pouvoir y répondre, le fera s'il peut. Sinon, on enchaîne. On est dans les temps. On a fait la moitié du web séminaire et voilà. Allez, on enchaîne. Ah, peut-être une question qui arrive, je sais pas. Et après, n'hésitez pas de manière à poser des questions et moi je les reprendrai après hein, si vous voulez, il n'y a aucun souci. Ok, ce petit moment là, on s'excuse hein, pour tous ces soucis techniques. Voilà, c'est des aléas. On est en pleine expérimentation des qualités de travail, en fait, des conditions de travail. Allez, on continue. Alors, on va maintenant. Alors, sur les questions que vous pouvez poser, alors n'importe comment, nous on y répond pas, même pas forcément là en
directs. Si Florent les reçoit, moi je m'engage à répondre par l'intermédiaire de Florent, comme ça on va pouvoir avancer sur le deuxième point qui est les risques psychosociaux. On en entend parler depuis maintenant quelques années. Il faut savoir que leur inscription dans le document unique pose souvent question aux gens qui ont la charge de rédiger avec les salariés les documents uniques, parce que les risques psychosociaux sont d'un point de vue juridique des risques professionnels comme les autres, mais qui ne peuvent pas se traiter de la même manière. On va essayer de comprendre pourquoi. Ils ont des effets qu'on appelle les troubles psychosociaux sur l'individu, sur le collectif et sur le travail, à savoir le rendu du travail. Ce sont souvent des effets qui sont différés dans le temps, contrairement à d'autres risques. Et puis le lien entre risques psychosociaux et troubles musculo-squelettiques ne fait plus débat maintenant dans la littérature scientifique, c'est-à-dire que on établit d'une manière assez sérieuse maintenant les risques, le lien qu'il peut y avoir entre des risques physiques, les troubles musculo-squelettiques, et les risques psychosociaux. Alors, quand on parle des effets des risques psychosociaux, ils sont sur l'individu, naturellement. Hein, c'est tous les troubles qui peuvent, à un moment donné, dans des situations de travail délicates ou difficiles, amener un individu à avoir ou à ressentir des troubles du sommeil, des troubles du comportement, le développement d'addiction, le développement d'absence de courte durée, par exemple, qui, à un moment donné, vont avoir des effets sur le collectif. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un ne va pas bien dans un collectif de travail, la charge de travail qu'il assume plus, qu'il assume moins ou qu'il assume moins bien, c'est le collectif qui va devoir prendre le relais. Donc automatiquement, à un moment donné, le collectif va se retrouver en tension. Voilà. Et il y aura, je développe pas trop parce qu'on n'a pas trop de temps, mais on pourrait y revenir sur une autre séquence. Et puis naturellement, les risques psychosociaux ont aussi des effets sur le travail, et en particulier dans vos activités qui se caractérisent par être des activités tertiaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le rendu du travail, que ce soit à la structure, aux bénéficiaires de la structure ou aux financeurs de la structure, à un moment donné, va pouvoir pâtir du développement de troubles psychosociaux dans une structure. Et là, il y a des enjeux pour la structure qui sont à la fois des enjeux économiques, naturellement, mais aussi des enjeux politiques, en particulier dans des structures comme les vôtres. Qu'à un moment donné, les risques psychosociaux se développent dans une des structures de votre réseau, automatiquement, les clients, les usagers vont à un moment donné faire remonter leur insatisfaction. Et à un moment donné, ça sera bien la question du politique et de la structure dans son territoire qui va se poser. Donc on est bien sur des risques psychosociaux qui ont des effets individuels, des effets sur le collectif et des effets sur le travail. C'est pour ça que c'est compliqué à un moment donné de les prendre en compte et de les décrire dans le cadre du document unique, parce que souvent on se focalise sur les effets sur l'individu. Or, on a vu tout à l'heure dans les principes de prévention que la priorité doit être donnée à l'organisation du travail et au collectif dans les moyens de prévention. Alors, les facteurs de développement des risques psychosociaux dans une organisation de travail, je reprends là les conclusions du rapport Golag de 2011 que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet. Donc, le premier facteur, c'est ce qu'on appelle les exigences du travail, c'est-à-dire en gros un monde du travail qui se caractérise par la nécessité d'avoir à disposition des compétences de plus en plus élevées, la difficulté à concilier les temps de vie entre vie professionnelle et vie personnelle, et puis des contraintes de rythme de travail qu'on rencontre dans certaines professions et qu'on peut rencontrer par exemple chez vous à des moments particuliers. Je pense en particulier aux saisons, voilà, ou à des manifestations sur lesquelles, à un moment donné, vous allez solliciter plus que normalement les compétences, le temps de travail de salariés, donc automatiquement une demande psychique renforcée de la part de ces salariés qu'il va falloir à un moment donné analyser, surveiller et puis compenser. Deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle les exigences émotionnelles, c'est-à-dire la nécessité de masquer ses émotions. Et là, vous êtes, vous, très concerné, c'est-à-dire qu'à un moment donné, parce qu'il n'y a pas de frontière entre le monde du travail et le monde individuel ou la sphère individuelle d'un individu, c'est que vous avez des salariés qui sont en présence de public et qui doivent, quels que soient les événements qu'ils vivent dans leur vie à côté du travail, masquer des émotions, masquer aussi à un moment donné des émotions par rapport à des comportements de clients, d'usagers, ce qu'on appelle nous dans notre vocabulaire les risques de nature exogène parce qu'ils ne sont pas directement liés à l'organisation du travail. Troisième facteur de développement des risques psychosociaux dans une organisation, c'est l'autonomie ou plutôt l'absence d'autonomie ou l'absence de marge de manœuvre dans le travail, c'est-à-dire en gros, est-ce que les gens ont une autonomie procédurale
qui leur permet à un moment donné et d'acquérir des compétences et de travailler en concertation avec leurs collègues. Dans le monde où on va et le monde du travail qu'on observe nous, de démarches de type qualité, voilà, sont des process qui peuvent vous amener dans les organisations à limiter l'autonomie procédurale des individus. Et dans ce cas-là, vous pouvez effectivement avoir des individus qui vont pas se sentir bien au travail parce qu'ils ont des niveaux de compétences, des niveaux de maîtrise de leur métier qui peuvent se trouver à un moment donné un petit peu cantonnés dans des tâches très précises, dans des démarches de qualité. Quatrième facteur, c'est les rapports sociaux à l'occasion du travail, et en particulier ce qu'on appelle la reconnaissance au travail et le soutien social, c'est-à-dire en gros comment les relations de travail dans une organisation de travail peut permettre de faciliter l'expression, la reconnaissance des compétences des uns et des autres, et comment le collectif peut à un moment donné apporter lui aussi sa pierre à l'édifice de la prévention du risque psychosocial. Les collectifs de travail dans les organisations de travail sont en train de disparaître de plus en plus. Et on le voit compris en termes de management avec la mise en place d'entretiens annuels d'évaluation, d'entretiens individuels professionnels, qui, toute chose par ailleurs étant utile, cantonne quand même le rapport qu'a l'employeur avec le salarié à quelque chose de très individuel et ne laisse plus trop la place au collectif. Cinquième facteur, c'est le conflit de valeurs. C'est ce qu'on appelle autrement la qualité empêchée, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez avoir des salariés qui ont le sentiment que ce qu'on leur demande de faire va à l'encontre des valeurs éthiques, philosophiques qui peuvent à un moment donné porter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va rencontrer dans certaines professions de manière assez spécifique. Je n'ai pas regardé chez vous si on avait ce type de logique. Et puis enfin, dernier facteur que relèvent les experts autour de Michel Golac quand ils rédigent leur rapport, c'est ce qu'on appelle l'insécurité économique. C'est-à-dire en gros les changements non maîtrisés ou les craintes sur l'emploi. Et vous êtes, vous, en ce moment, dans des contextes de réorganisation qui vont être longs, qui risquent de durer, de bouleverser les choses, et qu'à un moment donné, vous pouvez avoir des sentiments d'insécurité sur l'emploi ou d'insécurité économique qui se développent dans vos organisations et qui vont amener à un moment donné un certain nombre de facteurs de développement de risques psychosociaux. Un point, c'est que les 6 points qui précèdent peuvent interagir les uns avec les autres. Voilà. Alors, ce qu'on a essayé de voir avec Florent quand on a préparé ce séminaire, on n'avait pas tout prévu, c'est comment ce que je viens de vous présenter a une résonance ou pourrait avoir une résonance et des réflexions pour vous à l'avenir par rapport aux risques psychosociaux. On a regardé ça sous ce prisme-là. Et dans un premier temps, nous, ce qu'on relève, c'est qu'on est dans un contexte où des structures vont être amenées à se regrouper. Donc les questions qui se posent à ce moment-là pour vous et pour les salariés, mais aussi à un moment donné pour les décideurs et pour les financeurs, avec les effets que ça peut avoir dans la structure et sur vos travaux et sur le travail de vos salariés, c'est toutes les questions qui sont liées aux missions de service public, aux souhaits des acteurs politiques qui peuvent être parfois différents, je ne dis pas divergents, à une raréfaction des ressources financières dites traditionnelles, aux jeux d'acteurs parmi les salariés, parce que ça c'est quelque chose qu'on observe généralement dans ces phases d'histoire des structures. C'est que quand on est en phase de regroupement, quand on est en phase de restructuration, il y a des jeux d'acteurs qui peuvent se mettre en place. La nécessité de mettre en œuvre du management à distance, et sans faire d'humour, c'est vrai que ça peut être compliqué, on le voit ce matin. Et puis la mise en place d'instances représentant les personnels que certains d'entre vous n'ont pas encore et vont devoir à un moment donné mettre en œuvre et se roder, se former, se professionnaliser au management de ce qu'on appelle le dialogue social, et que ça, c'est un exercice très particulier qui peut avoir à un moment donné des effets de troubles psychosociaux, non pas tant sur les salariés d'ailleurs que sur les cadres ou les responsables qui sont amenés à les mettre en œuvre et qui, de mon point de vue, doivent être accompagnés par rapport à cet exercice-là. Deuxième facteur qui nous semble, avec Florent, important de mettre en avant par rapport aux risques psychosociaux dans les changements qui vous importent, ce sont de fortes évolutions technologiques qui pilotent et prescrivent votre travail, c'est-à-dire que vous avez des facteurs exogènes que vous ne pouvez pas maîtriser, mais qui nécessitent une adaptation constante et rapide de vos compétences. Et que ça, à un moment donné, c'est quelque chose qui impacte les collectifs comme les individus, c'est la capacité qu'a un collectif et les individus qui le composent à adapter ses compétences et à mettre en œuvre les compétences de manière différente et sous des processus différents dans un monde du travail en pleine évolution.
Vous êtes sûrement, Florent m'a expliqué longuement vos contraintes et vos contextes en ce moment. Je pense que ça, c'est quelque chose qui vous impacte lourdement et qui peuvent avoir des effets à un moment donné sur les conditions de travail et le développement des risques psychosociaux. Troisième facteur qu'on a relevé, c'est une dématérialisation des prestations qui peut provoquer des ruptures générationnelles et technologiques. C'est en gros, dans vos structures, vous avez des gens qui ont vécu leur métier sous d'autres modalités opératoires, technologiques, voire même d'organisation du travail, et que ces gens-là qui sont porteurs de compétences, porteurs d'histoire, porteurs de connaissances, à un moment donné, peuvent se sentir exclus de changements technologiques, et en particulier par rapport à la dématérialisation des prestations que vous êtes en train de mettre en œuvre. Donc là, c'est une attention particulière qui peut se traiter par un retour sur le collectif, mais également par la formation continue des salariés qui sont impactés. Un paradigme économique du secteur en forte évolution et qui va piloter vos organisations de travail. En gros, c'est fait de quoi l'économie de vos activités demain en essayant de les projeter, et comment à un moment donné, on va avoir des nécessaires évolutions dans les compétences, dans les organisations de travail, et puis dans les formes de relations avec les prestataires et avec les clients ou les usagers que vous pouvez avoir. Donc des clients qui évoluent également dans leurs demandes, leurs modalités, leurs comportements. Ça veut dire qu'on a, comme dans toutes les activités de service au jour d'aujourd'hui, on voit se développer une très très forte exigence d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue de la réactivité à la demande des clients dans votre secteur et dans d'autres secteurs, et que ça, à un moment donné, ça bouleverse les rythmes de travail, ça bouleverse les formes de travail et les formes de relation avec le client. Et là, vous avez un facteur important de développement de risque psychosocial. C'est ce qu'on appelle le stress, c'est-à-dire le sentiment qu'a un individu, de temps en temps, de ne pas avoir les moyens techniques ou en termes de compétences pour répondre à une sollicitation. Si cette situation perdure, là, vous allez être dans le développement du stress des salariés au travail. À un moment donné, vous êtes sur de la multifonctionnalité dans des temps très très courts. Voilà. Et puis, vous avez, parce que vous êtes dans des structures qui ont des formes, des histoires, des tailles et des prestations ou des catalogues de prestations différents, vous avez des cultures et des pratiques professionnelles différentes qu'il va falloir à un moment donné arriver à fédérer sans que qui que ce soit, pour éviter les conflits de valeurs, ne se sente perdant dans ces changements qui vont impacter vos organisations. Impeccable. Donc, pour nous, dans un format d'une heure, à défaut d'envisager d'aller plus loin, travailler sur les risques psychosociaux, de notre point de vue, on peut vous proposer quelques pistes de réflexion et éventuellement aller plus loin avec vous sous des formes à convenir. C'est envisager les changements au plus près du travail. C'est-à-dire que il faut parler du travail et pas des résultats avec les salariés. Ça veut dire qu'il faut prendre du temps. Et là, c'est l'histoire de nos interventions dans des organisations de travail font que on constate régulièrement que le gap qui existe entre les exigences d'un employeur, ce qu'on appelle le travail prescrit, et la réalité du travail qu'effectuent les salariés, c'est qu'on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que les employeurs vont avoir tendance à parler ou à vouloir parler des résultats du travail, alors que les salariés, eux, vont parler de l'activité de travail, qui est deux choses totalement différentes, qui peuvent, à un moment donné, générer des tensions. Pour y arriver, il faut prendre du temps, voilà. Il faut mettre en place des espaces spécifiques qui permettent à un moment donné aux uns d'expliquer ce qu'ils attendent et aux autres d'apporter les compétences du travail. Deuxième axe ou piste de réflexion que vous pourriez mener, c'est approcher les changements exogènes pour comprendre leurs effets sur le travail réel et pas prescrit. C'est-à-dire en gros comment les changements des publics, les changements des prestataires, qui soient techniques, sociétaux, d'un point de vue de la consommation, impactent l'organisation du travail et impactent le travail réel des salariés. Voilà. On peut mettre en lien assez facilement avec le point qui précède. La troisième piste, ça serait de poser les enjeux des structures avec les salariés et entendre ce qu'ils ont à en dire. C'est ce qu'on appelle, nous, le début de la concertation. C'est-à-dire que vous êtes au jour d'aujourd'hui, dans le cadre de la réforme territoriale, embarqué par une loi qui est la loi NOTRe, qui vous impose un certain nombre de modifications et de changements organisationnels et de financement. C'est très bien, voilà, vous n'avez pas le choix, c'est une seconde chose. Maintenant, comment les salariés entendent, eux, être acteurs de ces changements-là et pas forcément avoir l'impression de les subir, comme on le lit, nous, dans nos interventions en ce moment sur la grande région et sur d'autres régions, où à un moment donné, on constate que cette réforme territoriale qui s'est fait à marche forcée a des effets au jour d'aujourd'hui sur les structures et surtout sur les salariés et sur les managers de ces salariés qui ont à mettre en place ces réformes-là.
On dit, je vous l'ai pas écrit, mais pour nous, travailler sur les risques psychosociaux dans des contextes de changement, c'est d'abord travailler sur les risques psychosociaux pour les managers et pour l'encadrement, en même temps ou avant, souvent avant, qu'il faut s'attaquer aux risques psychosociaux pour les salariés. Enfin, pas tout à fait, aborder les risques psychosociaux par l'activité réelle sur des thématiques de l'organisation du travail. Voilà, c'est-à-dire, en gros, vous êtes certains qui avez des process qualité qui sont en cours, profitez de ces process qualité pour interroger le travail réel. Travailler sur des situations problèmes sur lesquelles on se met d'accord avec les salariés, c'est-à-dire identifier un nœud dans l'organisation du travail qui fait problème et qui génère du risque, et à un moment donné, mettre cette phase de travail, cette activité, ce morceau de l'organisation en débat avec les salariés. Un autre point qu'il faut que vous ayez en tête, souvent on parle des conséquences, c'est beaucoup plus simple, me semble-t-il, que de parler des causes. Voilà. Alors nous, ce qui nous intéresse quand on travaille sur les risques psychosociaux, sur les autres risques, mais aussi et surtout sur les risques psychosociaux, c'est ce qu'on appelle remonter l'arbre des causes, c'est-à-dire de comprendre pourquoi à un moment donné il se passe quelque chose qui s'appelle un dysfonctionnement. Et puis naturellement, une fois qu'on a remonté l'arbre des causes, c'est évaluer toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'individu, sur le collectif et sur le travail. Et c'est n'importe comment cette méthode-là, qui sera l'arbre des causes et l'arbre des conséquences, qui sera nécessairement utilisée pour la rédaction du document unique d'évaluation des risques professionnels. Je reboucle avec la première partie de la présentation. Analyser des situations problèmes, c'est ce qui pourrait faisait dire à Florent et à moi que ça pourrait être l'objet d'une prochaine séquence à partir de matériaux que vous apporteriez. C'est en gros en apportant une situation problème. Une situation problème se caractérise par un événement, un lieu, une temporalité des acteurs. C'est à un moment donné comment on pourrait, à partir d'un matériau que vous amenez, vous aider à analyser une situation problème par l'arbre des causes et par l'arbre des conséquences. Et là, on pourrait commencer à aborder quelque chose qu'on appelle, nous, dans le réseau de l'ANACT, le système des contraintes et des ressources. C'est-à-dire que chaque situation problème répond à un système de contraintes et à un système de ressources qui permet à un moment donné d'alléger les contraintes et de renforcer la ressource. Aujourd'hui, certains acteurs de la prévention des risques psychosociaux parlent de ressources psychosociales pour lutter contre les risques psychosociaux. Voilà. Ça, je te laisse la parole, peut-être. Tu viens de ma place. Non, comme ça, on va pas comme ça. On s'adapte. Bon, merci Philippe pour toutes ces précisions. Alors, attends, là, on a une question. Il nous reste une dizaine de minutes, si vous voulez, pour intervenir sur des questions. Donc, en effet, comme le disait Philippe, on a, nous, l'intention dans le futur de notre programme de professionnalisation, continuer et renforcer le défi RH et management dans lequel ce web séminaire s'inscrit. On a vraiment identifié que, bon, je ne vais pas faire des redites par rapport à ce qui s'est dit, mais que dans le contexte actuel, il y a une nécessité d'accompagner les managers sur ces problématiques-là, comme Philippe le précisait. On a également la problématique d'accompagner toutes les fonctions intermédiaires qui vont émerger dans le tourisme, notamment les pôles ressources humaines, les pôles de direction des affaires financières, des choses comme ça, dans toutes les fonctions de support intermédiaires sur ces rôles en fait d'encadrement et d'accompagnement au changement. Donc on va vraiment renforcer ce sujet-là. La formation, que nous on a un programme de formation, c'est vraiment un des moyens d'y parvenir. Et maintenant, je vais essayer de lancer 3-4 questions dans les 10 minutes qui restent. On avait une question sur l'obligation de la médecine du travail. Alors, la médecine, les services de santé au travail ont une obligation d'appui et de conseil auprès de leurs adhérents. C'est-à-dire que quand vous avez un service de santé au travail, prestataire de votre structure, qui fait les visites d'embauche ou les visites de reprise après, voilà, ça c'est du grand classique. Le service de santé au travail est une organisation composée naturellement de médecins de prévention, d'infirmiers, d'ergonomes, de psychologues du travail, de préventeurs, et vous pouvez les solliciter, et ils ont obligation à vous répondre d'ailleurs, dans une démarche de mise en œuvre, par exemple, du document unique d'évaluation des risques professionnels. L'obligation ad minima d'un service de santé au travail, c'est de rédiger et de mettre à jour un document tout à fait officiel qui s'appelle la fiche entreprise. Voilà. Pour cette question-là. Une autre question sur la grille d'évaluation des risques psychosociaux proposée par l'INRS. Elle me paraît tout à fait adaptée. Voilà.
D'abord parce que c'est des confrères de l'INRS, donc je vous dirai pas le contraire. Deux, que c'est un travail, cette grille-là est le fruit d'un travail commun entre l'ANACT et l'INRS sur les risques psychosociaux. Vous pouvez utiliser cette grille-là pour aborder les risques psychosociaux dans le document unique d'évaluation des risques. Un point intéressant dans la grille de l'INRS, c'est que la grille d'analyse de l'INRS peut vous permettre à un moment donné, sans complexifier le travail, de traiter les autres risques que les risques psychosociaux dans le cadre du document unique d'évaluation des risques professionnels d'une manière générale. Oui. Oui, alors la question sur le site du ministère du Travail, la méthode d'évaluation des RPS. Si vous regardez bien le lien du ministère du Travail, vous allez trouver la griffe du réseau de l'ANACT et des ARACT. Ça me paraît tout à fait efficace parce que ça parle du travail d'abord, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du pas à pas. Même s'il est modélisé, c'est quelque chose qui nous paraît très intéressant et c'est un outil, une méthode dont nous-mêmes on peut se servir à un moment donné dans des organisations dans lesquelles on intervient. Sinon, on tâcherait de ce travail-là. On n'entend plus rien? Ah non, ah non, non. Non. Bon, alors si vous m'entendez, j'en profite. On avait, peut-être pour terminer sur les 4-5 minutes qui nous restent, je vous invite à beaucoup de prudence sur un vocable qu'on nous voit se développer dans les organisations de travail en ce moment, qui s'appelle la qualité de vie au travail. Alors, la qualité de vie au travail, dans le réseau de l'ANAC, nous, ça fait 15 ans maintenant qu'on travaille sur ce sujet-là. Je suis très personnellement circonspect quand une organisation de travail nous sollicite sur un appui au développement de démarches de type QVT, quand cette organisation n'a pas fait un vrai travail sur l'inventaire des risques et en particulier des risques psychosociaux. Il faut pas, comme je le dis avec un peu d'humour, faut pas mettre les RPS sous le tapis de la qualité de vie au travail pour croire que les RPS sont traités et surtout de rappeler l'obligation légale qu'ont les employeurs, non pas à mettre en place des démarches de QVT, puisque l'accord QVT ne s'applique que pour des entreprises de taille importante, d'accord, mais vous avez bien, vous, en tant qu'employeur, la nécessité et l'obligation légale de faire l'inventaire des risques et des risques psychosociaux, éventuellement avant de vous interroger sur une démarche de QVT. Les démarches de QVT ne sont jamais que la conjugaison d'un certain nombre de pratiques dans les entreprises qui visent à développer, par exemple, la reconnaissance au travail, la qualité du dialogue au travail, le plan de formation continue, la conciliation des temps de vie, le développement de politiques de santé au travail et de prévention des risques. La qualité de vie au travail, elle n'existe pas en tant que telle, si ce n'est par l'addition d'un certain nombre de facteurs qui sont liés aux conditions de travail. Et je vous invite là, pour ceux qui veulent aller plus loin sur ces questions de QVT, à consulter le site de l'ANACT, qui est le site en France de référence sur la question de la qualité de vie au travail. Voilà. Mais travailler sur une qualité de vie au travail, c'est pas traiter uniquement des risques psychosociaux. Alors, si le document unique des risques professionnels n'est pas réalisé, vous avez plusieurs types de risques. D'abord, si vous avez un accident du travail, voilà, ou une maladie professionnelle déclarée par un de vos salariés, vous êtes dans le schéma qu'on a vu tout à l'heure, vous êtes dans le schéma que le juge retiendra, qui est la faute inexcusable de l'employeur. Voilà, ça c'est clair, puisqu'il est fait obligation dans le Code du travail à l'employeur de faire l'inventaire des risques. Donc, un DU qui n'existe pas dans une structure, je vous invite à le démarrer. Un inspecteur du travail qui passerait dans une structure où le DU n'est qu'à l'état de brouillon serait satisfait. Voilà, je vous le dis. Un inspecteur du travail qui passe dans une structure où un salarié a fait un signalement sur l'absence de document unique ou lors d'une visite de contrôle et vous n'avez pas de document unique du tout, là, comme je dis souvent entre guillemets, vous prenez un carton.
Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, il y aura courrier recommandé avec une injonction de mettre en place un document unique dans un délai qui est souvent très restreint. Donc, je vous invite à démarrer les démarches là où c'est pas fait, de manière à ce qu'en cas de contrôle ou en cas d'accident de travail, vous puissiez à un moment donné prouver le fait que vous avez commencé à travailler avec votre service de santé au travail, par exemple, à partir de la fiche entreprise sur le document unique. C'est un risque grave, hein, pour l'employeur. Voilà. Juste à ce propos-là, pour ceux d'entre vous qui êtes dans des structures dépendantes de collectivités locales ou territoriales, je vous invite, si vous n'avez pas de DU, à vous rapprocher du service prévention de la collectivité dont vous dépendez pour qu'il vous aide à mettre en place le document unique. Le document unique, dans une structure collective, hein, comme une collectivité territoriale, on n'a pas un document unique. De temps en temps, on en a un, c'est assez rare. On a des documents uniques par site de travail. Voilà. Et quand on a un office de tourisme qui dépend d'une mairie, il est évident qu'on ne va pas avoir le même document unique dans un office de tourisme qui dépend d'une municipalité que dans les services d'entretien de la dite municipalité. C'est deux documents qui n'ont strictement rien à voir, peut-être dans leur présentation. Ça dépend d'où vous partez. Alors, quel est le délai moyen de rédaction pour une structure de 15 équivalents temps plein? Si vous partez de rien, voilà, ce qui semble être une possibilité, on va le dire comme ça peut prendre un certain temps et que on est nous intervenants dans ce contexte-là, partisans de se donner le temps. C'est-à-dire que vous donnez un an pour faire l'inventaire des risques avec les salariés et décider ensemble des mesures de prévention que vous allez mettre en œuvre, c'est quelque chose de tout à fait cohérent, voilà, parce que on met du temps à évaluer les risques professionnels, quels qu'ils soient. Et vous avez, par exemple, on n'en a pas parlé, mais vous avez un risque qui va se développer dans votre contexte là, que vous connaissez en ce moment, qui est par exemple le risque routier. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes dans des contextes de regroupement, de travail collaboratif, et que vous allez être amené de plus en plus, vous et les salariés, à se déplacer peut-être en voiture, et que là, vous allez avoir le développement du risque routier. Ce risque routier-là, il doit être n'importe comment identifié et traité dans le document. Donc oui, c'est long. Oui, ne le faites pas tout seul. Voilà, parce que ça sera encore plus long. En fin de compte, ça sera beaucoup plus long. Donc prenez le temps, travaillez-y par séquences programmées, sur des séquences de 2 heures, d'une demi-journée. Profitez du cadencement annuel de vos activités, du hors-saison, du saison. Travaillez plutôt hors-saison sur ces questions-là, de mon point de vue. Faites attention si vous avez dans vos structures des salariés en contrat précaire, en CDD ou choses comme ça, ou des contrats de saison, parce qu'ils doivent être intégrés dans le document unique et ils doivent avoir connaissance du document unique. Je vous rappelle qu'il y a obligation de l'employeur à l'embauche à avoir une séquence d'informations sur les risques professionnels. Ça, c'est une obligation légale et que je ne peux que vous conseiller de mettre en œuvre ce type de contenu et de faire signer tous les nouveaux salariés ou les salariés que vous avez de manière précaire dans vos structures, comme quoi ils ont été bien informés des risques professionnels auxquels ils allaient être exposés. Parce que là encore, c'est une mesure qui doit être prévue dans le document unique. Donc oui, ça met du temps. On a une dernière question sur la FED, OTF, s'il y a un modèle de DU. Alors, à ma connaissance, non. Peut-être qu'il y a des choses qui sont passées. Si quelqu'un a la réponse, il peut me la faire passer. En tout cas, par rapport à ce que disait Philippe tout à l'heure, chaque document unique est unique et individuel et correspond à un contexte particulier, le contexte de la structure de l'organisation locale. Donc, à ma connaissance, même s'il y a un modèle qui existe, il est adapté à votre situation. Moi, je pense que si c'est un modèle comme celui de l'INRS vous propose une démarche, voilà, hein, et pas uniquement un document de présentation, voilà, pour faire court. L'intérêt de celui d'INRS, alors je connais pas du tout celui de votre fédération, donc vous avez mon adresse mail dans le PowerPoint, si vous me l'envoyez, je vous répondrai. Mais l'intérêt de l'outil de l'INRS, c'est que c'est un outil qui est à la fois un outil de prévention, mais surtout un outil de travail et un outil méthodologique par rapport à l'inventaire des risques. Donc si l'outil de votre fédération a été construit dans cette optique-là, non pas de répondre simplement à une obligation légale, mais de vous aider dans une démarche de type pas à pas sur l'inventaire des risques et les moyens de prévention, ben, il est bon, voilà. Mais s'il ne vous convient pas dans sa présentation, dans sa méthode, faites-en ce que vous avez besoin d'en faire. Ben, c'est surtout ça qui est important de comprendre. Allez, le midi 2, dernière question de
notre site Charente-Maritime. Et après, on coupera, vous nous enverrez vos questions. Voilà. Si la fiche sociale N1, attends, les mecs, voilà. Ah oui, d'accord, ok. Donc il y a les informations sur le site de la FEI. On ira voir ça. Merci Pascal pour toutes ces informations. On vous dit merci pour votre attention, qui a dû être assez compliquée, hein, quand même. On s'excuse encore une fois de nos soucis techniques hein, et logistiques. C'est l'insu de notre employé. On s'adapte nous aussi. Merci Philippe pour toutes ces précisions. On a appris pas mal de choses super positives pour notre réseau. Comme je le disais tout à l'heure, on va approfondir en fait cette problématique. On est vraiment dans ce processus-là aujourd'hui avec l'équipe pro de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on vous dit à très bientôt sur l'ensemble de ce défi management des ressources humaines. Et on aura très certainement l'occasion de retravailler avec Philippe et avec vous, pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà, on va essayer de travailler tout ça pour vous proposer quelque chose de ludique et surtout pertinent pour vos activités. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Bon. C'est quoi l'adresse mail du travail? Ils vont Alors, j'ai pas coupé. L'adresse mail, elle est là. Elle est dans la dernière slide. Je l'écris. Sinon, vous pouvez passer par nous. Il n'y a aucun souci. On fera le relais de tout ça. Encore merci. À bientôt. Fabien, tu peux couper.